Hello monsieur, Hello, Ah comment oui. ça va? ça va et vous? Nickel, nickel, nickel. Bon, est-ce que on t'est prêt à parler draft avec nous et à nous éclairer? Ouais, Yos devait me rejoindre normalement, mais ouais, moi je suis prêt. Il est en salle Allez, d'attente là. Il est là. juste, alors je fais la petite tech pour les cams pour que, voilà, recalibrer nos caméras et on sera bon. Déjà, toi sur le ressenti de la draft à venir, bah justement, c'est quoi ton ressenti par rapport à celle qu'on vient de vivre là, la 2023? Est meilleure, moins bonne? Allez, comment? Moins bonne. On va pas se mentir, tout le monde le dit, on n'a aucun talent générationnel. On sait que souvent on dit ça un peu à tort à travers, mais moi personnellement cette année je vois presque un All-Star, tu vois. Tout le reste, je pense que c'est une bonne draft de role-player. Après, faut pas, tu peux pas avoir un pilier de ton équipe dans cette draft. Tu vas drafter des joueurs qui vont s'ajouter à ton équipe. Tu vas pas avoir un franchise player, quoi, en gros. Ok, ouais, que du... Salut Yoz. Salut les Euh, gars. du coup, ton collègue nous disait que c'était une draft bah, beaucoup moins bonne du coup que celle de 2023. T'es d'accord avec lui? Bah, le truc, c'est que c'est dur de faire beaucoup mieux que celle de 2023. Honnêtement, on est sur une draft qui va rentrer dans l'histoire comme 96, comme 2003, comme 2017. Donc ouais, évidemment, c'est une draft moins bonne. Mais en revanche, c'est une draft qui est beaucoup plus homogène, je trouve. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un mec qui sera role player jusqu'à la place 45. Et ça, c'est pas dans toutes les drafts que c'est possible. Donc il y a Hmm. du bon aussi dans cette draft. Ok. C'est qui votre petit chouchou avant de rentrer dans les mock drafts? Parce que vous m'aviez dit en privé que il y avait les dernières mock drafts qui sont sorties. Ouais. Donc on va rentrer là-dedans et tout ça, et puis après on va se pencher peut-être équipe par équipe, un peu voir sur Tankaton aussi quelle serait la draft si on la faisait ce soir. Mais votre chouchou, un peu la petite pépite un peu que vous avez chopé en fouillant un peu dans les prospects, ça serait qui? Vas-y, je te laisse commencer, Yoz. Ah bah alors moi tu sais très bien, j'espère qui je vais choisir. Moi c'est Tyler Colek de Marquette, qui est du coup le meneur de Marquette. Alors c'est quelqu'un au début de l'année qui était vu pas très haut du tout, c'est-à-dire qui était difficilement dans les mocks. Et moi en fait j'ai commencé à m'intéresser à lui parce que d'abord je suis un gros fan de Marquette. C'est une fac que j'aime énormément, donc tous les ans je regarde un petit peu. Et j'ai vu le joueur parfait les amis, le joueur parfait il existe. Il est bien là, c'est Tyler Colek. Non, Tyler Colek, c'est assez spécial. On est sur un meneur qui est pas très très athlétique. En revanche, qui est doté d'un sacré IQ, qui du coup défend très très bien. Et on est sur un meneur gestionnaire pur et dur, qui tourne à 40% cette année à 3 points, qui va chercher ses 7-8 rebonds par match parce qu'il est intelligent, il sait se placer. Et en fait, c'est le genre de joueur qui pour moi est déjà NBA ready dans le sens où t'as un apport directement. Le gars, il connaît le jeu. Il a un feeling avec le basketball, il connaît le jeu. Et donc, sur un banc, en fait, t'as déjà un guard qui sait tenir la balle et qui va savoir fluidifier le jeu d'un banc qui est parfois en NBA un petit peu brouillon. J'ai pas encore eu le temps de regarder, j'avoue tout, mais j'ai quelques questions évidemment. Mais c'est vrai que celui-là je le connaissais pas, mais j'y retournerai voir. Comment t'écris son nom juste, j'arrive pas à le trouver. Kolek, K-O-L-E-K. Ok, ok, bon, magnifique, je regarderai. Tyler, Vincent. Tyler. Vincent Colec, évidemment, hein, retrouvé sur un banc NBA, magnifique. Gros IQ Colec. Et toi, Ok, du d'accord. coup, ça serait qui Euh, ton petit chouchou, j'espère? Si je dois en regarder qu'un, bah, je vais dire Ryan Dunn, parce que je n'ai pas eu l'année dernière alors que c'était un joueur qui tournait à 4 points. Et du coup, forcément, là, le voir dans les mocks alors que c'était un joueur qui était un peu sous les radars, comme on dit, ça, ça fait du baume au cœur, quoi. Donc ça veut dire que j'ai eu raison. Mais ouais, Ryan Dunn de Virginia, du coup. Fac de DeAndre Hunter, de Trey Murphy, donc fac qui est tout bon pour former les ailiers. Et en plus qu'une fac très défensive, et c'est, je pense, Ryan Dunn le meilleur défenseur de la QV. Ok, meilleur Il défenseur. est,
En regardant, on est d'accord, de prospects de fin de premier, début de deuxième tour à peu près. Ça dépend. Parce que comme la Ok. draft, comme a dit Yoz, c'est hyper homogène, t'as énormément de disparités en Bien fait. sûr. Collect, tu le Ok. retrouves en 15, il peut très bien être 30. Là en plus avec la March Madness, Market c'est une grosse équipe. Et du coup Market peut aller loin. Et on sait très bien qu'il suffit qu'il fasse 2-3 perfs et qu'au final il se retrouve en 15 parce que c'est un senior si je me trompe pas ou junior. Donc c'est un joueur quand même qui a 2-3 ans NBA. En NCA pardon. Donc en fait, il y a une équipe qui va pas forcément jouer le tanking, qui va prendre un joueur NBA ready, comme un James Jacquez, dans le même style, et qui va prendre du coup son meneur de banc entre les 15 et 30 quoi. Et pour Ok. Ryan Dunn, c'est totalement différent parce que c'est un joueur qui fait pas du tout l'unanimité. Mais comme l'a dit Jasper, et je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, on est sur le meilleur défenseur de la QV. On est sur un profil un petit peu à la Herb Jones, j'ai l'impression. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que Ryan Dunn, moi, c'est celui qui a la plus grosse range dans cette QV, c'est-à-dire qu'il peut partir en 15 comme il peut partir en 45. Donc on est sur quelqu'un qui peut à tout moment être loterie et ça choquera personne. En revanche, on peut avoir des interrogations un petit peu sur le plan offensif, des trucs qui le feront bien descendre quand même. C'est ça. Ouais. Et la combine, c'est très important, notamment pour les mensurations, surtout pour un joueur défensif. Si on voit que le joueur il fait 2m5 et qu'il a une mensuration de 2m15, on l'a vu la dernière avec Jalen Williams, tu commences directement à avoir de la hype parce que le profil physique est juste trop intéressant. Ouais, est-ce qu'on part là de plus en plus dans les drafts précédentes et dans les prochaines drafts sur un peu ces choix un peu, on sait qu'il y a certaines tendances par rapport à ce qui se passe en NBA. Là, est-ce que pour les prochaines années, on va partir vraiment sur la volonté, c'est chercher des physiques avant de chercher des styles de jeu ou des morphotypes, on va dire, de joueurs? Jasper, je te laisse commencer si tu veux. Bonne question. Je pense que quand même le fait que maintenant on a de plus en plus d'accès à la data et au film, les équipes sont de plus en plus précises. Les front office savent de plus comment drafter. On le voit avec des Memphis, des Denver qui recherchent des profils hyper spécifiques. Après, je pense pas qu'on recherche d'abord un profil physique. Il y a toujours un phénomène de pré-draft où tu vas drafter un joueur souvent très jeune, assez brut, type Kuminga ou des joueurs comme ça qui vont être draftés haut ou Bilal Koulibaly parce que t'as pas envie de les voir partir trop bas et que tu du coup sécures un joueur. Donc tu prends un risque en fait, mais il y a toujours aussi des joueurs comme des James Jacquez qui vont prouver qu'en fait tu peux avoir fait 3 ans NCA, t'arrives à 23 ans, 24 ans en NBA et tu montres tout de suite que t'es un bon role player quoi. Hmm. Toi, c'est ton avis aussi, Jose? Ouais, moi c'est aussi mon avis. Je pense que dans tous les cas, évidemment, tu auras toujours, comme a expliqué un petit peu Jasper, le principe de pré-draft, qui consiste du coup souvent, c'est des joueurs qui ont des particularités physiques assez impressionnantes. Du coup, t'auras toujours des mecs qui vont se faire drafter un peu plus haut parce qu'ils ont ils ont des mensurations assez exceptionnelles. En revanche, on va toujours rechercher ce joueur de banc un peu expérimenté. Exactement comme a dit Jasper, tout ce que va drafter le Heat, généralement c'est NBA ready. Sinon, j'ai aussi l'impression qu'il y a des trucs qui changeront jamais en NBA. Donc un 3&D aura toujours sa place à la draft, peu importe son physique. Un rim runner pareil partira toujours, surtout ces dernières années où c'est un peu compliqué de trouver des très très bons rim runners à la draft. C'est des profils, en fait, au-delà du physique, qui partiront toujours. C'est-à-dire sans partir dans des mensurations exceptionnelles, c'est des mecs qui seront toujours draftés. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que maintenant les équipes ont un peu moins peur de faire des paris. Ça va se ressentir peut-être cette année. C'est un joueur que Jasper aime énormément. Et par exemple, Jojo Tugler. Alors là, vraiment, on est sur un joueur de puant, hein. On est peut-être les deux seuls à l'avoir regardé en France. Mais Jojo Tugler, voilà, on est sur quelqu'un qui est nul au basket. Il est nul au basket. Par contre, il est juste impressionnant physiquement. Et si il arrive juste à être pas trop nul au basket, ça serait un grand joueur NBA. Et du coup, c'est un mec là qui pour l'instant n'est pas dans les mocks. Mais est-ce que tu perds réellement quelque chose s'il se présente à le drafter en 55 et à l'envoyer en G-League pendant 2 ans? Bah non, pas vraiment. Et les joueurs maintenant les équipes pardon, commencent un petit peu à démocratiser ce truc-là. Du coup, en prenant des paris
Puis on verra, de toute manière, on s'en fout la plupart des tours de draft qui servent à rien. Donc pourquoi pas drafter un peu un alien, un ovni. Et pour en venir du coup aux tendances, parce que j'ai direct pensé à un truc quand t'as dit ça, par exemple, il y a la tendance des Français en ce moment. On sait que les Français bénéficient d'une hype grâce au génial Victor Wembanyama. Et c'est vrai que voilà, là en ce moment, enfin surtout sur les Français, ça nous arrange parce qu'on est un peu cocorico et qu'on aime bien voir nos joueurs français partir assez haut. Mais évidemment, je suis pas sûr que un mec comme Aginsa ou un mec comme Tidjane seraient vus aussi haut dans les mocks s'ils n'étaient pas français. Mais c'est une bonne chose parce que c'est des joueurs qui sont très très bons et qui auront une carte à jouer. Mais du coup, voilà, aussi les réussites actuelles en NBA vont façonner les choix de demain, quoi. Alors, on a l'entrée magnifique et fracassante d'Enzo Logdin. Ah, ça va ou quoi, frérot? Est-ce qu'il y a Yoz? Moi je veux voir Yoz. Il est là ce beau gosse. Mais pourquoi tu cries? Ah je crie, pardon, désolé, j'ai même pas capté que je criais. Comment ça va les Ça gars? va pas, mon ref? Ben, ça va impec, sérieux. La forme? Bah, Ça fait quoi va, de la Chop forme, une la avance de forme. 20 points? Bah, vas-y, je me casse, moi. Alors, on était en discussion sérieuse en plus. Lui, il arrive, il fout le bordel déjà. Non, mais sérieux. Ouais, tu parlais des Français, du coup. Bon, paradoxalement, les Français, depuis quelques années à la draft, hormis Victor. Bon, là, Bilal, il fait une bonne saison du côté de Washington, c'est cool. Ryan Rupert aussi, qui a pu montrer à Portland, là, récemment, la bonne chose. Regarde de qui tu parles. On va pas parler de Kylian Hayes. Parce qu'on parle de joueur NBA et pour l'instant il est pas en NBA. Donc voilà. Enfin, tous les prospects là, selon vous, donc Sarr, Salin, Aginsa et Rizaché, lequel un peu top 4 là, lesquels ont le plus de. Pour qui vous êtes le plus confiant, on va dire, de 1 à 4 là, si vous deviez les Alors, classer? je profite juste que Logdin soit là pour quand même préciser que les deux plus gros flops français, c'est chez les Pistons. Hein. C'est ça. T'as entendu Enzo? Parlons-en quand même. Parce que là, il est en train de pisser, hein, donc clairement. Ah, les deux plus gros flops français à la draft, ça vient des Pistons. C'est vrai? C'est vrai là. Non, en vrai, je pense que Nilikina était un plus gros flop que Ice. Pas faux. Ah, Je pense que Nilikina est un plus gros Ah, flop je que sais, Ice. je sais pas, on parle quand même du joueur français drafté le plus haut. Oui, mais C'est du sérieux, Hayes, hein. Ice a eu beaucoup plus d'impact dans sa franchise que Nikina, a eu beaucoup plus de belles perfs que Nikina aussi. Il a eu beaucoup plus la chance, hein, aussi. Hein. Après, la chance, j'ai envie de dire, il a provoqué aussi. Hein. Ah, il a la Après, blessure c'est de pas Cade, très dur de provoquer Oui, sa bien chance sûr, aux Pistons, mais bon. En soi, parfois, il jouait des 30 minutes, 35 minutes par match. Tu pouvais mettre l'année dernière, tu pouvais mettre du Corey Joseph, tu pouvais mettre un gars comme Sabenli. Sabenli a été cut, hein. Oh, la tristesse des propos. Ah, Non, mais mais oui, mais en soi, ok, il a eu un concours de circonstances, mais c'est aussi un gars qui a su tenir la main et être très satisfaisant à la main lorsqu'il n'y avait pas Cade. Jusqu'à aujourd'hui, le fait que forcément il soit incapable de jouer avec Cade le condamne aussi. Donc ouais, il a pris c'est pour genre, arrêter voilà, que- les choses sont que liées. Franck, en tout Mais cas. je trouve que Hayes est moins un flop que Nikina, qui lui pour le coup, même en tant Il que a rien fait. il a rien fait. Nikina n'a jamais Ouais, il a rien vraiment fait. rien fait. J'ai pas en Il a vraiment souvenir rien fait. un match où je me dis oh Nikina incroyable. Est-ce qu'il a même Oui, il fait dépassé une par fois les LeBron 15 James. points ou les 17 points? Je crois qu'il était à Non, 19 je ou pense 20 pas. son carrière high. Waouh. Incroyable. Bon, du coup, pour revenir à notre indice de confiance, de 1 à 4, là, entre ces les 4 prospects français, vous en êtes où, là? Même Sam, du coup, toi, t'en es... Si t'as vu un peu ce qu'ils font. Bah écoute, moi j'attends encore un peu de voir. Enfin, j'ai regardé un peu les profils évidemment et sur les matchs de sélection, etc. Mais j'ai encore du mal à vraiment voir avant les matchs qui comptent dans la saison. C'est un peu pareil comme pour les joueurs NCAA. Donc je vais me réserver pour pas dire de conneries. Je voulais juste, comment dire, vous annoncer tristement que Jojo, dont vous avez parlé tout à l'heure, s'est cassé le pied et donc sa saison est terminée, malheureusement. Ah ouais? Ouais, je vous jure, c'est vrai. Genre Bah, là tu pas draft. Il y a 3 jours. Ah putain, j'avais même pas vu passer l'info. Oh merde. Ouais. Ah, mon petit Voilà. Jojo Donc sa Tegler. saison est terminée, donc on verra. Mais on se retrouvera peut-être plus tard.
Ouais, il est jeune, On de toute espère. façon, Alors, messieurs, j'ose, Jasper, l'indice de confiance des Français. On en est où? J'espère. Tu veux commencer ou j'y vais? Ok, ok. Comme Alors, tu veux. vas-y, je me lance, je me lance. Moi, parce que en plus, on a sûrement pas le même. Moi, mon indice de confiance, on parle purement en termes de réussite en NBA et pas forcément de talent. Moi, je pense que j'ai Rizaché en 1. Parce que pour moi, c'est le joueur d'équipe un peu parfait qui saura se faire sa place n'importe où. Donc, de par cette capacité-là à être un joueur d'équipe et à jouer pour les autres, je pense qu'il aura une belle carrière en NBA. En revanche, celui qui pourrait potentiellement avoir la plus grosse carrière, je pense quand même que c'est Alex Sarr. Je pense que c'est Sarr parce qu'on est sur un profil assez particulier. Et selon la franchise dans laquelle il tombe, il peut déjà avoir une production monstre. Enfin, la dernière fois, on a fait une petite réunion avec Symbiose et on a imaginé le contexte de Sarr et Wembanyama dans la même raquette. C'est juste effrayant et en fait, c'est un mec qui va pouvoir dominer s'il est bien accompagné. Mais moi, j'ai un petit peu moins de garantie. Derrière, je pense qu'en termes de pure réussite, Ajinça aura peut-être une plus belle réussite que Tidjane Salone. Enfin, du moins, on est plus sûr. C'est-à-dire qu'Ajinça, c'est déjà un profil physique impressionnant qui est NBA ready physiquement. On est sur un gros sharpshooter. Donc, un mec qui met ses paniers, il aura toujours une place en NBA. Même si c'est une pompe en défense, on l'a déjà vu plein de fois. Chose qui n'est pas le cas avec Ajinça d'ailleurs. Donc, déjà, on part sur une base où on peut avoir un role player assez sérieux sur quelques années. Et Tidjane Salone, c'est un peu le mystère dans le sens où, pour moi, c'est peut-être celui qui peut être la plus grosse surprise des 4 dont on parle actuellement, parce qu'il y a évidemment aussi Pacom Dadier et Adam Abal. Mais Tidjane, pour moi, c'est celui qui peut aller le plus haut, mais celui qui part du plus loin aussi. C'est-à-dire que Tidjane, à tout moment, on se retrouve là, le 7 mars l'année prochaine, il n'a pas joué un match en NBA. Ouais. Parce qu'il n'a pas eu sa chance, parce que dès qu'il l'a eu, c'était pas forcément dingue. En revanche, on est peut-être sur le. Pour moi, enfin, j'ai bien aimé la dernière fois, j'ai fait un petit peu cette comparaison. On est sur le Bilal Koulibaly un peu de l'année dernière. C'est-à-dire que à la rigueur, tu draftes Tidjane, c'est un vrai projet. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est pas encore totalement fini, tu le pré-draftes un petit peu, mais par contre, ça peut être dingue. Tidjane Saloum, ça peut être dingue. Ouais, Et peut-être même meilleur que Rizaché pour moi. il rentre là dans cette description que vous aviez fait d'une draft de Paris en mode bon bah on draft un physique, on draft pas un physique mais un pari de ouf et au pire ça marche pas. Il y aura d'autres joueurs, il y aura enfin voilà donc ok d'accord. Jasper toi du coup. Alors si je récapitule Yoz, un ex-aequo, on va dire Sarr et Rizaché. Ouais, je mettrais même Rizaché en 1, je pense. Rizaché en 1, Sarr en 2, Ajinça en 3 et après Salin en 4. Attention quand même. Ouais, c'est ça. On est bon C'est un 4, mais presque 2, tu vois. Ok, ouais, wow, la vache. À toi Jasper du coup, donne-nous ton avis. Alors, dans mon board, actuellement, hein, donc en termes de ranking, j'ai Sarr devant Rizaché, mais je suis d'accord avec Yoz, en fait. Le truc, c'est que Rizaché, aujourd'hui, tu le mets dans n'importe quel effectif NBA, il fit. Tu sais très bien que le plancher du joueur, donc son niveau le plus bas, c'est une sorte de mauvais Nicolas Batum, si j'ose dire, tu vois. C'est un joueur qui va rentrer ce 3 points, il est intelligent en défense, il sait faire les bonnes passes, donc de toute façon, c'est un joueur qui aura une carrière NBA. Là où Sarr, on a vu un peu moins, parce qu'il joue moins déjà à Perse et qu'il n'a pas le même... il n'a pas le même contexte que Rizaché, comme il est en NBL, et en plus la saison se termine beaucoup plus tôt, mais que Sarr, t'as un upside hyper intéressant et que t'as un profil défensif hyper intriguant. Donc tu prends moins de risques à prendre Rizaché. Après, si je prends en termes de talent, de value, et du coup d'upside, donc sur le long terme, je mettrais Sarr. Mais si tu me dis en quel j'ai plus confiance aujourd'hui, je me dis que Rizaché a plus de chances de faire une carrière NBA sur la longévité que Sarr, par exemple. Ok. Ensuite, pour Salone, on est tous fans en fait chez nous. Le problème, c'est que Salone, c'est le type de joueur brut qu'on a déjà vu. Les Joe Jackson, les Obi Toppin, c'est pas forcément des joueurs qui ont très bien réussi en NBA.
genre de joueur très explosif, où le shoot, en fait, c'est vraiment ton passe droit. Parce que s'il a du shoot, pour le coup, je suis un peu méchant parce que Joe Jackson et Obi Toppin, c'est des mauvais défenseurs, alors que Salone montre quand même beaucoup plus de choses en défense. Une meilleure activité, les meilleurs rebonds, puis surtout, il vient d'Europe, donc il sait défendre et il sait comment être professionnel, parce que c'est aussi des joueurs qui ont peut-être des problèmes en dehors du terrain. Là où Salone n'a pas de problème et on sait que c'est un compétiteur. Par contre, sans shoot, c'est un joueur qui est un peu compliqué. On sait que la sélection de tir est un peu difficile. Ça a toujours été le plus grand aussi, que ce soit chez les jeunes ou quoi. Donc, il est encore, je pense, il est encore en train de se rechercher dans son corps. On le voit en fait sur ses layups, des layups où c'est des gros dunks et t'as l'impression que c'est un top 3 de draft. Et après, il va te faire un layup où t'as l'impression que le joueur, en fait, il est encore tout jeune et il sait pas jouer au basket. Donc, c'est vraiment un pari, quoi. Salone, c'est un peu le high risk, high reward, quoi. Ok. Mais ça se trouve, dans 3 ans, on pourra se dire qu'en fait, Salone, c'était le vrai 1 parce que ça peut être une superstar, quoi. Donc finalement, vous avez un peu la même vision hein, sur les 4. Hein. Ouais. Moi, Alors, je préfère Daddy à Jinsa, pareil. Je pense que c'est le seul petit truc où je suis pas d'accord, mais sinon, on est d'accord dans le sens où je pense que Rizaché, c'est celui où tu prends moins de risques. Ok. Ok, très bien. Bah, c'est noté. On viendra vous prendre le col hein, si vous êtes gouré. Donc, de toute façon, ça Avec enregistre. plaisir. Voilà. On a l'habitude. Aucun droit à l'erreur, hein, les gars. Alors, du coup, au niveau de la dernière mock draft, vous nous en avez parlé en off là. C'est quel mock draft qui est sorti et justement, qu'est-ce qui en est sorti de cette draft? Est-ce qu'il y a eu des changements un peu notables sur cette mock draft? Alors, c'est Wasserman, je me trompe pas. Donc je sais plus si c'est Bleacher Report ou Athletic. Mais Vincent, Sarman, je crois généralement, que c'est les deux gros. c'est Athletic. Hein. Je regarde sur Twitter, ouais, c'est ça. Le 6 mars, donc hier. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Pour eux, je crois qu'ils gardent Sarr toujours en premier. Parce que de toute façon, c'est rare qu'un joueur comme ça, va pas bouger. Sarr, son temps de jeu, il reste le même, il joue 20 minutes. Qui monte ou qui monte pas, je pense que c'est presque un lock en first. C'est plus après, dans les loteries où ça bouge beaucoup, notamment chez les prospects américains en fait. On a même du Rizaché qui est passé en 1 parfois, des fois il est en 2. C'est assez flou là-dessus. Mais c'est surtout dans les prospects américains, que ce soit les Isaiah Collier, Ron Holland, Matas Bouzelis, j'y pense là. Sinon on a du Rich Shepard qui a beaucoup monté. On a du Rob Dillingham, donc les prospects Kentucky. Et les prospects des grosses facs. Il y a même du Colec qui a monté. À Yukon, il y a du Stephen Castle, du Klingan. Donc je pense que là, c'est les grosses facs qui commencent avec la March Madness. On commence à comprendre quels sont les bons role-players des grosses facs et aussi à les cibler, mais pas beaucoup de mouvement en tout cas dans le top 15. Peut-être Cody Williams qui a chuté, on sait pas trop pourquoi. Ça, c'est des fois aussi, je pense, un peu le lobbying, mais bon, c'est un autre sujet. Mais globalement, le top 1-20, il bouge peu, quoi. Ouais, ça dépendra pas non plus des équipes qui draftent. On part sur une draft, parce que moi, personnellement, j'attendais encore avant de me plonger là-dedans, justement, avec la March Madness et tout. Mais on est sur on parle souvent, des fois, c'est une draft de guards, c'est une draft de big. Là, on est sur quel type... alors, draft de role-player, ok, mais sur quel poste, globalement, majoritairement? Moi, j'ai le sentiment que t'as énormément de 2-3 en fait. Pour moi, c'est quand même une draft d'extérieur. C'est une draft d'extérieur. Après, c'est compliqué parce que t'as quand même ouais, une dizaine de postes 4 qui peuvent jouer un peu les troubles faits dans la draft. Mais j'ai l'impression que moi, tout se concentre sur les lignes arrière et un peu le poste 3, quoi. Sachant que t'as pas énormément non plus de très bons meneurs. Je dirais vraiment, ouais, swingman 2-3, tu vois. Ok. Les bons meneurs en fait ont un peu chuté, quoi. Que ce soit les Castle Collier Ouais, qui c'est étaient ça. annoncés très haut. C'est des joueurs qui ont un peu déçu initiés, donc ils ont chuté. Et du coup, d'autres joueurs ont pris leur place. Mais pour le coup, par rapport à la dernière, où la dernière c'était pas du tout une draft de big, on a quand même beaucoup plus de big que la dernière. Parce que l'année dernière, après Wemby, c'était un peu faible quand même. Là, t'as justement des bigs qui sont pas présentés la dernière, qui sont restés un an de plus. Par exemple, comme Kelly Ware qui joue à Indiana. Qui était un énorme prospect, qui a un peu fait une saison de décevante, il a décidé de rester. Et cette saison, ça fait partie d'un des plus gros prospects
en tant que pivot, quoi. Ouais, mais après, bon, enfin, moi je trouve que ça se bouscule pas non plus, hein, c'est-à-dire les gens qui vont rivaliser au poste de pivot sur cette draft avec Kelly Ware, c'est des Aaron Bradshaw, c'est des. Enfin, c'est pas non plus, on n'est pas sur le haut du panier, quoi. Bah, Non, l'année mais dernière, Ceux qui vous. Plus de pivot, quoi. que l'année dernière mais- après Wemby, c'est Derek Lively, quoi. Ouais, c'est ça. Qui sort d'une Ouais, saison très plus clairement, décevante. Qui est sélectionné, mais il est pas non plus. Il fait pas l'unanimité, quoi. Et au final, on a vu que le pic s'est révélé assez judicieux pour Dallas, finalement. Ah bah très bien, ouais. Fan de. Après, le fit était parfait. Ah bah ouais. Le fit était parfait. Tu pouvais pas faire mieux pour un rookie que enfin, surtout ce genre de joueur que de le foutre à côté de Luka Doncic, quoi. Et Luka Doncic, de lui foutre un rim runner un peu comme ça, un peu bondissant à côté de lui, c'était Ouais. nickel, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est dommage d'avoir attendu la draft pour lui donner ce type de joueur, mais c'est C'est un autre clair. débat. Est-ce qu'on se materait pas un petit tankathon et du coup on voit un peu selon vous quel joueur irait dans quelle équipe Vas-y. pour terminer tout ça. Alors le tankathon il est là. Bon alors les. Voilà, tu nous fais une petite simulation Ah, de bah, bien loterie, sûr, en gros. Bien sûr, Allez, super. bien sûr. Alors bah du coup alors je l'ai affiché sur le live mais vous me faites confiance au cas où évidemment. Ouais, on va essayer. Je... je gère les petites cams et on va partir là-dessus. Alors généralement les tankathons, là, hier midi, c'était Atlanta en 1. Alors autant vous dire que ça foutrait bien le bordel. Mais globalement, ça change tout le temps. Donc là, il y a eu du Toronto en 1 aussi. Donc ouais, ça peut... Il peut y avoir des surprises. Oh mince, j'ai mis... Bon, tu sais quoi, j'ai mis Yoz à la place de Sam. On va partir sur Yoz en cam. Voilà. Sam reste en prison. Ouais, salut Non, les gars. mérité. Alors, la draft, elle est là. La belle loterie. Pour l'instant, Washington projeté en 1 avec sa belle losing streak de 16 défaites. Ah, le bon club des Wizards. Voilà, les bons Wizards. Avec les Pistons en 2, San Antonio en 3, Charlotte en 4, Portland en 5. On simule tout ça et le first pick revient à Utah en 1. Let's go. Utah en 1, Toronto en 2, Charlotte en 3, Memphis en 4, Washington en 5, Détroit en 6, San Antonio en 7. Coup dur pour San Antonio. Alors, bah messieurs, Utah en 1, ça part sur qui ça part quand même sur Sarr. Ouais. Moi, je pars sur Isaché. Je pars sur Sarr, moi. Ah. En fait, le truc, c'est que le projet de Utah, c'est tellement brouillon que je prends le meilleur talent, C'est quoi. ça. Je me dis que il te faut un talent, il faut un franchise parce qu'on sait même pas où va le projet dans 3 ans. Donc moi je prends le meilleur qui est Rizal. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu pars pas sur Cody Williams? Parce que Sarr est meilleur que Cody Williams, désolé. Non, Après, c'est pas impossible que Cody Williams pour parte en Shane. 1 parce que son frère a juste à faire un peu de lobbying et Cody Williams c'est un top 3. Et Frère qui pourquoi est Jalen Williams. d'ailleurs. Après, vu qu'il y a déjà Walker Kessler, est-ce qu'il prendrait un autre pivot? Ouais. Je pense Ouais. que quand t'as un top 10 comme ça, tu prends le meilleur talent et immense respect pour Walter Kessler, mais je préfère Sarr, quoi. Ok, donc Sarr Attends, et le- Rizaché le- du coup pour toi, Yoz. Le projet Ouais, de brouillon, Rizaché, je trouve Pardon. Certes, le projet est brouillon, mais je trouve que ça se vaut plutôt Sarr et Rizaché en termes de talent. Rizaché, t'as un joueur sur 15 ans s'il a envie de rester dans l'Utah. Utah, t'aimes bien les Français. Rizaché, les Français. Bon, Sarr Mais aussi. du coup, Bon, la vie est belle, quoi. La vie est belle. En fait. Bref. On est Non, mais bien attends, chez mais les t'as un Mormons. front de court de fou, là. Hein. T'as un front de court, tu mets Rizaché en 3, Markkanen en 4 et Kessler en 5, là. Tu vas chercher le titre. Ouais, Ouais. carrément, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça joue les play-in contre les Rockets, mais bon, bref. Oh, et encore, attention, les Rockets l'année prochaine, ça sera peut-être les Lakers encore une fois, hein, mais bon, ça on verra l'année prochaine. En 2, du coup, on a Toronto. Bah, moi, je prends l'autre. Ouais, c'est sûr, ça part en 1 et 2, c'était la question d'Illinois. Là, qui dit quelle position vous les estimez post-March Madness, Rizaché et Sarr resteront 1 et 2. On est sûr, ça sera 1 et 2, Sarr et Rizaché, quoi. Moi, c'est les miens. Je te dis pas qu'ils vont rester, sauf grosse March Madness de
je sais même pas qui, honnêtement. Cody Williams. Pour moi. Ouais, c'est ça, grosse March Madness de Cody Williams, Ou Rich c'est à peu Shepard. près tout. Hein. C'est une hype, mais bon. En 2, Rich Shepard, c'est un peu. Ouais, non, Rich Shepard en 2, ça part jamais. Non, ouais, il y a que Cody Williams qui peut venir un peu jouer les troubles faits pour moi. Donc, et je vois pas, je le vois pas faire une énorme March Madness non plus. Dillingham sera devant eux après la March Madness. Donc, non, ouais, pour moi. J'espère, moi je suis dans le train, mais je pense pas. Quand tu vois tous les boards, tous les mock drafts de Athletic ou Bleacher Report, qui sont les plus gros scouts, c'est toujours soit 1 ou 2 Rizaché Sar ou soit Sar Rizaché. Donc, en tout cas, la tendance C'est pour ça. l'instant, actuellement, elle est ça. Et je doute que la tendance bouge un peu, quoi. À part, Et puis on a la hype française, faut pas oublier la hype française. De toute façon, c'est que de la hype, la draft. La hype française en ce moment, elle est avec nous. Et puis il y a un vrai respect qui est en train d'être posé sur les autres moyens de formation que la NCAA, sauf la G League. On en parle bientôt en podcast. Mais c'est-à-dire que tous ces mecs-là qui viennent soit d'Europe, soit d'Australie, ils sont en train d'être pris très très au sérieux parce que les mecs, ils arrivent, ils sont pros. Ils sont pros et ils sont là et ils influent déjà sur un effectif. Plus que des mecs qui ont fait déjà 2-3 ans en NBA, quoi. Le problème de Rizaché, c'est que sa saison avec Bourg risque de finir tard, autour de début juin. Donc sa cote pourrait être un peu impactée IMO. Si elle finit tard, c'est qu'en soi, il fait du bon taf et que l'équipe joue bien. Donc, pas la combine, quoi, mais je pense pas que ce soit un réel problème. On l'avait avec Wemby. ouais. Du coup, moi je pense que c'est plus Sar, parce que Sar, la NBL, ils sont déjà en playoff là. Je crois que la saison régulière est déjà finie. On l'avait Ça, il finit dans un mois, là, je crois. C'est ça. Et on avait cru pas la dernière qui avait une grosse hype. Et au final, il se blesse. Donc forcément, la hype descend. Mais en plus, il revient. Son équipe joue les playoffs. Ils vont, je crois, jusqu'en finale ou demi-finale. Et il joue pas, en fait, de mars à avril, il joue pas, du coup. Et sa hype a vachement chuté. Donc c'est peut-être plus Sar qui peut avoir ce problème. Alors que C'est ça. Rizaché, Parce on que- verra de l'Eurocup, on verra de la Big Elite, quoi. C'est ça, Rizaché, il va rater quoi? La combine? De toute façon, c'est pas le genre de joueur qui participe à la combine. Généralement, quand t'es assuré top 5, tu vas pas à la combine. T'as plus à y perdre qu'à y gagner. Ok. On part sur Rizaché et Sar en 1, Utah, Toronto. Bravo les gars. En plus, ouais, Toronto, ils seront bien Rizaché et Sar là. Ils veulent la française. Ça fait un petit moment qu'ils ont pas être français. Donc, Eh ben voilà. Après, ils ont qu'à prendre Evan Fournier. Au pire, il est libre. Voilà. Ou Kylian Hayes. S'ils veulent vraiment un français, ils prendront Evan Fournier. Ou Kylian Hayes, il est libre. Malheureusement, on a beaucoup de français libres, je crois. Hein. Et Linkila aussi est libre, donc. Kylian Hayes à Toronto ou à Utah, ça pourrait être bien ça. Voilà. En plus, Toronto, Rizaché à côté de Scotty Barnes. Pourquoi pas? Ouais. Il faut du shoot en plus, donc dans l'idée, c'est pas débile. Charlotte en 3. Alors après Brandon Miller, qui pour accompagner la Melo Ball? Alors attends, je sors mon petit board. Bah, moi, j'ai Cody Williams, tiens. Bah moi j'ai Cody Williams aussi, Voilà. On est fort, hein. mais non, tu sais quoi? Moi je pars sur Matas Bouzelis. Allez. C'est vraiment un hipster. Voilà. Le Moi, Montréal, je pars sur Bouzelis. le TBA Legend Matas Boudzelis, le GOAT. Non. On l'a pris beaucoup de fois dans nos drafts d'expansion, les World Widers. Donc Matas c'est le sang. Et pourquoi Matas du coup? Parce que s'il y a bien une seule personne à sauver de cette G League Ignite, c'est bien lui déjà, de 1. On est sur un joueur déjà archi prêt, j'ai l'impression. On est sur un big qui est très skillé, très polyvalent. Pour moi, c'est un poste 4 qui a une place en NBA. Et en fait, à Charlotte, c'est juste évident, quoi. Ils sont tellement en galère. Que pour moi, c'est juste évident. Et ça me ferait chier, du coup, de partir sur un Cody Williams, alors que t'as un intérieur qui peut avoir une vraie plus-value. Cody Williams, pour moi, il va falloir encore un peu de temps d'adaptation. Là, avec Charlotte, tu prends déjà un poste 4 qui a une belle cote et un bel impact dès le début, quoi. Et offensivement, tu te fluidifies, parce que putain, l'attaque de Charlotte. Ouais. En plus, il est assez grand, Matas, non? 2m11, ouais. C'est un 6'10". Ouais, il est listé à 2m11, ouais. Donc ça va, il peut se balader Ouais, un peu sur pas mal de 6'11". postes. Oui, puis il est hyper mobile. Il est assez fin, mais il est assez mobile et c'est un
un bon petit protecteur de cercle pour son gabarit en tout cas. Donc, tu te dis Brandon Miller, Bouzelis, Mark Williams sur le papier. T'as peut-être enfin une équipe bien construite, quoi. À voir avec la Melo ensuite, mais peut-être qu'il y a enfin un rayon de soleil à Charlotte. Qui sait. Tu vois, t'es en train de préférer mon choix à moi. Attends. Hop là. Voilà, je vous prends en écouteur. Non. Je prends toujours Cody Williams parce que la règle est que normalement, pour moi, dans la loterie, tu prends toujours le meilleur talent. Et Cody Williams, pour jouer les transitions avec la Melo Ball, je le signe tout de suite, quoi. Sam, tu voulais parler? Ouais, j'avais une question parce qu'en fait, je me suis rappelé de la draft de l'année dernière et une des interrogations qu'on avait, c'était les joueurs qui sortaient de l'Overtime Elite, les frères Thompson, du coup, pour pas les citer. Et je voulais savoir si cette année, il y avait de nouveaux prospects qui sortaient de cette ligue-là ou si pas cette année au final. Bah, alors, je vais commencer à répondre. T'as pas, je crois, enfin de tête en tout cas, t'en as pas qui sortent directement de l'OTE. Mais l'OTE Ok. commence à avoir une très belle cote, du moins pour nous. Pour nous qui sont plutôt branchés scouting, l'OTE, c'est une très très belle cote. Alex Sarr est passé par l'OTE. Rob Dillingham, qui est le meilleur meneur pour moi de cette draft, est passé par l'OTE. Et c'est des mecs, en fait, ils sont allés au niveau supérieur, donc NCA pour Rob Dillingham et NBL pour Alex Sarr, et qui arrachent tout. Et en fait, Rob Dillingham, t'es pour moi sur le produit fini de l'OTE. C'est-à-dire que le mec, il est allé se professionnaliser, il est allé chercher quelque chose d'autre avec l'OTE, il arrive en NCA, il est déjà pro. Il est déjà pro et c'est ça qui le rend aussi fort. Parce que Rob Dillingham, il n'était pas aussi haut, les gars, il y a 6 mois, il y a 1 an. Moi, franchement, j'ai une belle valeur de l'OTE à mes yeux maintenant, chose qui n'était vraiment pas le cas avant quand ça arrivait. Ok, Pour moi, l'OTE, typiquement, ça met une vitesse à la G-League maintenant, tu vois. Ok. merci. Memphis en 4. Alors Memphis, c'est un dossier particulier parce que t'as pas forcément besoin de grands talents pour reconstruire. T'as une sacrée équipe déjà en place, mais bah là, les circonstances fait que tu auras sûrement un très bon pick. Ça tombe bien pour eux, je pense que ça soit une draft d'ailier, parce que je pense que c'est un poste qui leur manque, très clairement, depuis le départ de Dylan Brooks notamment, le joueur préféré d'Enzo. Alors quel joueur pour vous, pour Memphis? Bah, Moi, je pars sur Cody Williams. moi, du coup, là, j'ai appris Bouzelis. Ok, encore plus de shoot et plus d'offense, quoi. Ouais, pareil. Ouais, je c'est prends ça, le- et je puis, prends- je prends le talent, moi. C'est ça, là on prend grave au talent et moi la chance que j'ai c'est que là dans les choix que j'ai fait, le fit il est parfait aussi. Cody Williams à Memphis, on en parle dans notre dernier podcast il me semble parce que d'ailleurs c'était avec le choix 4 déjà dans notre dernier podcast et c'était aussi les Grizzlies. Cody Williams, moi je trouve que le fit il est incroyable à Memphis et en plus de ça on est sur un top 5 talent de cette draft donc en fait tu te poses même pas la question. Cody Williams, s'il est dispo en 4, tu le prends. C'est un joueur qui dès la pré-saison, en fait, il a une place dans ton équipe. Memphis, ils savent intégrer les joueurs, donc ça, c'est pas un problème de, comme tu dis, ils ont déjà leur projet, ils savent déjà que c'est Ja Morant, Jared Jackson Jr. Pas un problème de drafter un joueur ensuite. Au pire, soit tu le trades, soit t'en prends soin, mais Memphis, ils savent le faire, ça. Ouais, c'est vrai que là, t'as un Big 3 déjà en place. T'as besoin juste de combler un peu les lacunes. Et c'est vrai que sur le poste 3, ça peut être cool. Est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de ce qu'on leur projetait déjà à la trade deadline, où on les voyait peut-être se positionner sur OG Anunoby, des profils un peu plus défensifs, que là, rajouter de l'offense avec Matas Bouzelis? Bah, Bouzelis, c'est pas forcément non plus un mauvais défenseur. Ouais. Et puis après, comme je dis, je pense que ça peut devenir aussi un asset. Si vraiment tu veux ton Ginanobi, il y a des gens qui vont vouloir des Bouzelis. Tu vois, par exemple, les Bulls, là, t'as pas trop de projets. Tu peux dire qu'un Bouzelis, c'est intéressant. Bon, à voir ce que tu peux récupérer aux Bulls, tu vois. Attention, Mais, parce que je me suis fait prendre le col parce que j'ai dit qu'il y avait aucun jeune à Chicago et que faut pas construire. Apparemment, ils veulent construire autour de Kobe White. Donc, attention, il y a un projet. Dalen Terry, Aïe, respect attention. aussi, d'ailleurs. Voilà, on se sait. Ouais. Non, mais t'as des équipes au pire qui vont toquer et je pense pas que Bouzelis, c'est un problème. Ouais. En fait, le problème de Memphis, c'est t'as l'impression qu'ils ont jamais fait vraiment un run de playoff avec tout le monde fit, quoi. Donc t'attends de voir surtout ce que ça donne Ja Morant, Jared Jackson Jr. Et les problèmes de talent à ajouter ou pas, ça viendra après, quoi. Au contraire, c'est un plus d'avoir un joueur que tu peux trade ou pas. Enfin, un asset, du coup.
Ok. Est-ce que pour finir, on fait des équipes un peu intrigantes? Ou selon vous, voilà, un peu... Parce que là, on a fait le top 4, après Washington, Détroit, tout ça. San Antonio, là, en 7, si ça descend, pour accompagner Bah Wemby. écoute, Oh là là je là. pense que je vais parler en même temps que Jasper, Rob Dillingham. Je sais pas si Jasper est d'accord avec moi, Oui, Rob bah oui, Dillingham pour moi si il je suis part pas dans en cette tête, range-là. oui. Rob Dillingham Wemby, c'est le. T'as un one-two punch de fou furieux, quoi. Et il y a un monde où il part vraiment en 7. En fait, le seul truc qu'on peut reprocher à Rob Dillingham, La taille. c'est que c'est un peu un peintre en défense, quoi. C'est tout. Et c'est Après, tout. Et être un peintre en défense à côté de Vassell, Sohan, Wembanyama, enfin, ça va. tu Puis, peux... je Tu sais peux... pas, tu sais que tu peux à peu près cacher le joueur. C'est pas forcément un peintre, je suis pas d'accord avec Hughes, c'est juste que c'est un joueur qui est pas athlétique. Pour le coup, je pense qu'il est meilleur que Trae Young, mais il a la même taille que Trae Young, donc au final, Yes. tu sais que le joueur est il est mieux off-ball que on-ball, donc c'est aussi un petit problème pour un meneur. Puis il fait quoi, 1m88, donc c'est pas non plus la mensuration maintenant que tu recherches. Mais tu sais qu'en attaque, tu lui donnes le ballon, il va directement te mettre des alley-oops en transition à Benyama. C'est un joueur qui magicien. s'est adapté directement offensivement. Justement, il les compare à Trae Young, je crois. Je crois que c'est Bleacher Report qui la compare à Trae Young dans le profil NBA, donc aujourd'hui tu draftes Trae Young en 7, c'est pas dégueu quoi. Ou un joueur type Trae Young avec Wembanyama, parce que c'est pareil, Wembanyama c'est le projet, donc t'as juste à rajouter des joueurs autour. Oui, bah c'est ça. Et puis comme vous l'avez dit, c'est plus facile à entourer, à cacher des joueurs un peu plus faibles défensivement. Que, voilà, surtout dans une équipe où tu as déjà du matos. Pour finir, peut-être là, je vois les fins de premier tour. Le style de la draft là, ça pourrait être quoi? Genre on voit du Philadelphie en 17 par exemple. Autour d'Embiid, autour de Maxey. En 17. En 17, moi j'ai Kolek, le fameux Tyler Kolek. Ok. Qui correspond bien pour le coup à Philly, tu vois, c'est un joueur où tu te dis que t'as besoin de... T'as perdu Patrick Beverley, tu veux un joueur de banc, Marquette, donc bonne fac, qui va mener ton équipe de banc, qui a 40% à 3 points, je crois, et à 42 sur ses 3 points ouverts, par synergie. Donc tu vas juste lui demander de mener le banc, quoi, de faire ses petites passes, aller chercher ses lancers, et me rentrer ses shoots, tu vas pas lui demander plus. Après, si on parle de style, dans ce cas-là, c'est plus de Paris. Dans cette range-là, moi j'ai Colin Murray-Bolts, qui est ma propagande, je pense. Et Yos, vas-y, je te laisse parler. Bah, moi, écoute, en fait, ça dépend vraiment ce que tu cherches à Philly à ce moment-là. Est-ce que tu prends le temps de développer quelqu'un ou tu cherches juste un get bucket si tu veux un pivot remplaçant? Moi, j'aime bien l'idée d'un Hunter Salis qui vient un peu dynamiter le banc. Ouais, carrément, moi ça me plaît bien Hunter Salis. Ok. Ouais, je pense que quand t'es Philly, en vrai, tu t'en fous d'avoir un projet. Ce que tu veux, c'est le titre, donc tu vas prendre un joueur qui va contribuer, quoi. C'est ça, Hunter Salis, get bucket, pas de soucis quoi. Si je regarde des trucs intéressants, bah on en parlait juste avant. Orlando en 22. Orlando qui a du Banchero, il y a du Franz Wagner, voilà, ça fait une super bonne saison, mais on était en train de se dire, est-ce qu'il manque pas quelqu'un, vraiment un joueur de talent, vraiment enfin maintenant titulaire à la main ou sur les lignes extérieures. Enzo derrière toi qui est comme ça. Voilà, Enzo qui, voilà, comme quoi. La main d'Orlando, c'est un running gag, t'as l'impression. On s'est dit, voilà, il y a Cole Anthony, Jalen Suggs, Markel Fultz et Anthony Black là. Ouais. Mais on sent qu'il n'y a pas. Là, il n'y a personne là qui peut tenir la balle vraiment de manière sûre au haut niveau en titulaire. Est-ce qu'il y aurait un petit style là comme ça pour nos amis du Magic? En 22 là, on se dit, lui peut être cool. Pour moi, si t'as le Magic, tu prends du shoot. Parce que je pense qu'à terme, Banchero peut être ton playmaker, justement, celui qui va fluidifier l'offense avec ton Wagner à côté. Et déjà, de toute façon, il faudra faire un tri dans les meneurs parce que tu pourras pas en avoir 15. Anthony Black et Jalen Suggs, c'est presque le même profil. Donc, il y en a un des deux qui va sauter. Et pareil, Anthony ou Markel Fultz, va falloir faire des choix. Mais je prendrais, je pense, le meilleur shooter. Genre un Devin Carter ou un Johnny Furphy. Un mec, tu sais, qui va J'avais Furphy en tête, ouais. ça, un mec, tu sais, qui va jouer sur l'aile, qui va rentrer 3 points, un peu comme le rôle de Grady Dick. Bon, la saison a mal commencé, mais dans le même rôle que Grady Dick à Toronto, tu vas pas demander plus, tu vas juste lui dire, en fait,
tout ouvert, tu prends tes tirs et comme ça tu as du spacing parce que le spacing au Magic c'est un peu compliqué quoi. Un peu complexe. Vous avez le même du coup, Furphy? Ah. Eh ben, let's go, hein, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Si, peut-être, allez, finissons sur le mec qui est projeté haut, mais en qui vous avez aucune. Enfin, vous y croyez pas, quoi. C'est compliqué ça. Ah, il y en a beaucoup. Je vais regarder. Il y en a beaucoup. Attendez, quand je sors mon petit board. Moi, un mec moi, que je j'ai sais. cité, c'est Hmm. Jacoby Walter. C'est un mec que j'avais J'avais- très très haut en début de saison. Je crois que je l'ai piqué use. Ouais, Mais tu l'as Jacoby piqué. Walter, c'est Baylor. Donc on sait jamais parce que Keontae George la dernière, il avait un peu chuté. Bon, moi j'avais encore top 10. Hein. Mais on a bien vu Keontae George, c'est le joueur qu'il pense être. Mais Jacoby Walter, pas aussi unanime que les autres. Il a pas mal de matchs où il passe à côté. Des petits 1 sur 13, 1 sur 12 au tir. Pas hyper positif pour un mec où sa première qualité c'est le shoot. Le volume reste bon, mais quand t'es un peu irrégulier comme ça et que tu montes pas autre chose que du shoot, ça reste un peu un red flag. Mais c'est un joueur qui va forcément surfer sur hype post-high school. Tu prends le même du coup, finalement, Yoz? Non, je vais pas prendre le même. Je vais vous donner un petit peu de matière quand même. Moi, je pense que je vais partir sur Tyrese Proctor. Ah Je non, sais pas si ça vous Tyrese. parle comme ça. Bien sûr. Ouais, si ça World vous Wider parle. Legend aussi. J'aime pas. Alors, J'aime ça pas, parle. je sais pas, j'aime pas ça, j'aime pas comment il est balle en main, j'aime pas son tir, j'aime pas sa gueule, j'aime pas. Pour moi, c'est pas. Ça, c'est des arguments implacables. J'aime pas sa gueule. Non mais franchement, j'aime pas. Je trouve qu'il est. En fait, tu vois, c'est fou. C'est le seul meneur organisateur qui ne sait pas tenir la balle. En effet, c'est un problème. Et c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une grosse hype et j'ai essayé. Je vous jure les gars, j'ai essayé. Je ne peux pas. Je ne peux pas et j'en mets une aussi parce que là je tire des balles. J'en mets une petite aussi à Donovan Klingan que je vois dans des boards premier tour tout ça. Ce mec-là n'est pas un joueur NBA. Il faut arrêter. Il est beaucoup trop lourd. Il sera négatif en fait. L'impact qu'il aura sera négatif. C'est-à-dire qu'on parle même pas de est-ce qu'il aura un impact ou pas. C'est que oui, il en aura un. Il sera négatif. Il est lourd. Il est mauvais. Il pense qu'il a des mains. Il ne les a pas. Et du coup, elle vient Le où mec cette ne sait- hype? Cette hype vient du fait que je pense que c'est un mec qui fait 7 pieds 2. Et tu vois un petit peu, tu te rappelles, je sais pas si ça te parle, Luka Garza qui s'est fait drafter, qui n'a jamais fait carrière. On est exactement sur le même type de joueur dans le sens où on est sur un mec qui surdomine en NCAA. Mais en fait, il suffit juste de regarder avec des yeux un peu essuyés et tu te rends compte que le mec en NBA il fera jamais rien quoi. Ouais. Luka Garza quand même meilleur scoreur de la NCAA pendant 2-3 ans. T'entends ça, tu te dis mais le mec là il va gérer en NBA. Bah non en fait. Parce que le profil est pas là, il est trop lourd, il est pas athlétique, il a pas de très très bonnes mains et il est négatif en défense. Pour moi Klingan on est sur la même chose. Ok. Eh ben parfait. C'est catégorique, mais je rejoins un petit peu ce que dit Yo. C'est beau. Au moins la team Symbiose, elle est en accord avec elle-même déjà. Et déjà dépend. ça c'est un bon point. Déjà c'est quelque Pas chose. tout, mais là ça va. Ça va. Il va m'engueuler en off là. Déjà, il t'a envoyé des messages, tu sais, genre arrête. Bah nickel, messieurs, sur ce, on va pouvoir clôturer ce chapitre et puis clôturer l'émission aussi, parce que du coup, on a bien débordé, mais c'était avec plaisir de faire un gros point un peu draft, parce que c'est vrai que moi j'attendais avant de m'y mettre, et là, du coup, il y a quelques noms, je vais les surveiller. Et voir un peu, ce qu'on va en tirer pour pas dire trop de conneries en émission autour de la draft, quoi. Et autour de la loterie. Donc, merci les gars d'avoir été là. Avec plaisir. Et d'avoir Avec répondu plaisir. à l'invitation. Et avec plaisir, autour de la draft et tout ça, on pourra peut-être se refaire des petits points ou même la suivre ensemble. Pourquoi pas. Grave. Merci. Sam, merci d'avoir été là pour Yes. ce soir. Bah écoute, avec plaisir. Après, je suis parti sur l'Euroleague là en ville. T'inquiète, tu bosses aussi, hein, attends.
Ouais. Et on se retrouvera du coup ce week-end hein, sur TBA, comme d'habitude, dimanche soir le match. Et ça continue, quoi, les matinales ou les pauses déj. Et puis voilà, en replay sur YouTube à chaque fois. Bisous, bisous, bonne soirée. Merci encore à tout le monde d'avoir été là. Yoz, Jasper, à une prochaine. Et à la prochaine. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Allez l'OM.